c'est au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans de travail d'écriture qu'à un moment, je me dis, il faut y aller. Et c'est évident, c'est là que tout se passe. Et là où tout se passe, voilà, où je dois... il reste souvent caché dans le livre et il se révèle qu'à la fin du livre. Il y a une grande incertitude quand j'écris. Et j'accepte cette incertitude. C'est qu'en fait, je pense aller quelque part et bien sûr, je vais ailleurs. Dans une interview pour Madame Figaro, quand on lui demande de quoi se rapproche l'écriture, Patrick Modiano répond « Écrire, c'est comme monter dans une voiture et conduire au milieu d'une tempête de neige. Il faut continuer alors que le premier instinct est de laisser tomber. » En effet, dans une tempête de neige, la seule issue, c'est d'avancer. Si l'on s'arrête, on risque d'être enseveli et de ne plus pouvoir bouger du tout. Il n'est pas question de rester immobile, mais on avance et on n'y voit rien, et on ne sait pas du tout si l'on suit le bon chemin. L'écrivaine Colombe Schneck avance à l'aveugle, jusqu'à ce que l'écriture révèle la vérité. Ce sont les mots qui la guident, c'est ce qu'elle appelle la grâce des mots. Et elle accepte de prendre le risque de sortir du chemin imaginé pour s'aventurer dans des endroits moins confortables, pour aller vers le sujet qui restait caché, celui qui est difficile, désagréable, celui dont on ne parle jamais. Un livre après l'autre, elle tente de découvrir et de révéler la vérité, sa vérité. Sur le fil de la création est le podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design à Bordeaux. Il donne la parole aux créateurs pour emprunter avec eux le cheminement intime de leur processus de création. Dans cet épisode, Constance Rubini reçoit l'écrivaine Colombe Schneck pour remonter le fil de la création de son œuvre littéraire. Bonjour Colombe. Bonjour Constance. On est chez toi, à l'endroit où tu écris. Parce que je crois que tu as pris des habitudes d'écriture un peu fixes, comme un peu un rituel pour te mettre au travail. J'ai pris ces habitudes en fait sans réfléchir, sans le faire exprès, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, il y a 20 ans maintenant. Je reviens pas d'ailleurs. J'ai jamais rêvé, enfin ça me paraissait pas être un rêve accessible de pouvoir écrire un jour. J'ai toujours été une lectrice, une grande lectrice, j'ai toujours beaucoup lu. Et je lis depuis toujours dans mon lit. Voilà, c'est l'habitude que j'ai prise enfant. C'est l'endroit où je suis bien. Quand j'ai commencé à écrire, un peu par hasard, sans le faire exprès, parce que j'avais quelque chose à écrire, c'est dans cette position que je me suis mise naturellement. C'est-à-dire que je me suis mise dans mon lit, mon ordinateur sur mes genoux à la place d'un livre. Pour moi, il y a un lien évident, enfin naturel entre la lecture et l'écriture. Comme quand je lis, quand j'écris, je me mets dans mon lit, sur le couvre-lit, pas dedans, habillée mais sans chaussures, voilà. Et je pose un coussin sur mes genoux, replié, et je pose mon ordinateur, et ça y est, je suis partie, je suis dans mon livre. Ah ouais, donc pas à la table, pas au bureau, dans ton lit, relax. Ça m'arrive de m'asseoir à des moments particuliers qui sont les moments de correction. Où là, j'ai le sentiment qu'il faut que je travaille. Il y a un travail, c'est-à-dire que là, je m'assois, je relis, voilà. C'est le moment des derniers, ce qu'on appelle les épreuves, c'est-à-dire le moment où il y a vraiment un travail qui est accompli et voilà, de relecture fine, de travail presque technique, que là, je m'assois. Et d'une certaine façon, je me suis professionnalisée, c'est-à-dire que l'écriture est devenue mon activité principale. Et j'ai compris que c'était pas bien de travailler dans son lit, etc. Donc maintenant, j'ai une sorte de lit dans mon salon, enfin, de banquette, je dirais. Tu sors de ton vrai lit et tu te mets sur ta banquette. Voilà, j'ai une banquette avec mes livres autour de moi, qui est devenu mon lieu de travail, mais qui ressemble à un lit, mais ce n'est plus un lit dans lequel je dors. Voilà. D'accord. Donc tu disais que tu étais une grande lectrice. T'es née donc en lisant presque. Oui. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs ta date de naissance ou l'âge que tu as ? Oui, le 9 juin 1966. Voilà. Et l'écriture n'est pas arrivée tout de suite. En fait, tu as commencé comme journaliste à la radio et à la télé, jusqu'à l'apparition de l'increvable Monsieur Schneck, qui était l'histoire de ton grand-père, histoire improbable de ton grand-père qui est donc a priori tué par son amant, découpé en petits morceaux et promené à travers Paris. Une histoire, un fait divers que tu découvres qui est rocambolesque et romanesque. Et donc évidemment, pour toi, je crois que c'est comme un signal. C'est ton premier livre, tu écris cette histoire. Alors c'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant une période, je crois que c'est toujours le cas, je lis tout et n'importe quoi. Je suis capable de lire. Quand j'étais enfant, par exemple, je lisais l'annuaire. Je passais des heures
à regarder des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des professions. Aujourd'hui, je comprends que si je fais ça, c'est que je dois remplir des vides, des silences, des fantômes de ma famille, ceux dont on ne parle pas, qui ont disparu pendant la guerre. J'adore la culture populaire, donc je lis les magazines, je lis Voici, je lis Paris Match. J'ai pas de hiérarchie dans mes lectures. J'aime les mauvais livres, j'aime les mauvais gens. Je peux lire des publicités. Je suis mais attirée, aimantée depuis toujours par les mots écrits, où ils soient-ils, quelle que soit leur qualité. Et dans le bureau de mon père, effectivement, je retrouve un vieux Paris Match avec Lady Di en couverture et le prince Charles. Et donc, bien sûr, ça m'intéresse. Parce que d'ailleurs, c'est intéressant cette photo parce que sur cette photo, le prince Charles est plus grand que Lady Di, alors qu'en vrai, c'est le contraire. Ils se faisaient à peu près la même taille, etc. Mais il fallait qu'effectivement que le prince soit plus grand que la princesse. Ouais. Et je commence à lire ce Paris Match et je découvre un titre, L'incroyable Monsieur Schneck, je m'appelle Schneck. Et là, j'apprends que Max Schneck, donc mon grand-père, dont j'ai à peine entendu parler, je sais qu'il est mort, mais c'est tout ce que je sais de lui, qu'il est brocanteur à Strasbourg et a été assassiné par son amant, coupé en morceaux dans une vallée, etc. Ouais. Et je lis ça, c'est une histoire, quoi. C'est vraiment... Mais c'est comme si j'avais toujours su, vous savez, comme si c'est que la confirmation de quelque chose que je connais. Ça remplit un vide, en fait. Il y avait une place dans mon cerveau pour cette histoire. On n'avait jamais raconté. Mon père n'en avait jamais parlé. Et dans ce dossier avec le Paris Match, il y a une lettre de mon père qui date de 1981, à l'époque du Paris Match, à son avocat demandant de poursuivre Paris Match, l'auteur du livre cité par Paris Match, au nom de ses enfants mineurs. Et en fait, ce qui le gêne surtout, c'est l'homosexualité de son père, que son père soit homosexuel. Il y a une atteinte à la vie privée, etc. Et je sens il y a une forme de honte. N'empêche que je referme ce Paris Match. Et je me souviens qu'après, je me dis, qu'est-ce que je peux lire d'aussi intéressant ? C'est ça ma seule... Il m'arrive d'en parler à des amis, vous savez que mon grand-père, mais... ça en reste là, et puis de toute façon, j'ai pas le projet d'écrire. À ce moment-là, t'as pas encore Non, ça me paraît quelque chose de totalement inaccessible. Et l'écriture va venir de façon assez accidentelle. Je travaille à la télévision à ce moment-là. Je travaille à la télévision, pourquoi ? Parce que je pense que je ne sais pas écrire. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu écrire, j'aurais aimé faire une carrière, j'aurais aimé travailler pour Le Monde, ou travailler de la presse écrite. On me disait, tu sais pas écrire, ton style est assez maladroit. C'est vrai que mon style tourne en rond. Il est très talmudique, comme ça je reprends les choses. C'est pas une très bonne construction journalistique. Je suis pas une très bonne journaliste de presse écrite. Donc je pense que je ne sais pas écrire. Et un journal me propose, alors que je suis à la télévision, d'écrire des chroniques. Je réponds... vous savez, je ni je sais écrire, ni j'ai quoi que ce soit à dire. Et je rentre chez moi, c'est un vendredi après-midi, je mets mon ordinateur sur les genoux et je commence à écrire sur ma grand-mère. Je viens de m'engueuler avec elle, je la trouve chiante, entre guillemets. C'est une vieille dame qui se plaint beaucoup et elle a des raisons de se plaindre, pas sur les bonnes choses. Télérama refuse, il trouve que les textes sont trop méchants, je me souviens. Mais n'empêche que moi, je me dis, je sais pas écrire, mais quel plaisir j'ai à écrire. Ouais, donc en fait, t'as jamais voulu, mais le jour où il se trouve que t'es dans la position d'écrire, tu te rends compte que c'est un vrai plaisir. Oui, c'est Pourquoi ? Parce que tu t'es dans une bulle à ce moment-là ? Je suis dans une bulle, c'est comme la lecture, je suis dans mon monde, mais en plus c'est un monde que je peux inventer, que je peux maîtriser. C'est un endroit dans lequel je suis le commandant. J'écris de cette façon ce que j'ai envie de lire. Donc c'est encore mieux qu'un livre. Donc j'écris sur ma grand-mère, Télérama refuse, moi je continue, je reprends mes textes, je sais pas très bien quoi en faire, j'ai juste ce plaisir. Et au bout de quelques mois, je me dis, il faut quand même que peut-être que j'en fasse quelque chose, et je les envoie à différents journaux. J'en envoie un à Libération qui publie un des textes dans le courrier des lecteurs. C'est pas la gloire, mais c'est déjà pas mal. Et au magazine Elle, j'envoie au magazine Elle et on me dit, c'est pas mal, c'est pas pour nous. Trop méchant, elle me dit aussi. Mais, je suis très méchante. Mais peut-être dans ce texte sur ta grand-mère, il y aurait un livre. Ah ouais. Mais tu cherchais un peu ça quand même, parce que si tu cherchais à les publier, c'est que tu commençais à te dire que c'est peut-être possible. Je cherchais le public comme journaliste. Voilà, ouais. Je ne pouvais pas imaginer davantage. Voilà. Ce qui est une grosse différence, mais ça tu vas peut-être nous le dire plus tard, c'est une grosse différence dans l'écriture. Oui, il y a une liberté en littérature qui n'existe pas en journalisme. On a quand même, encore que cette liberté, il me semble que je l'ai prise. Enfin, dans ce que je fais en presse écrite. Aujourd'hui, je suis à un stade où je fais ce que je veux, je suis libre de ce que... Enfin bref, ce texte est publié dans Libération, et à l'époque je travaillais à iTélé,
Et Raphaël Sorin, qui est un éditeur merveilleux, qui est mort aujourd'hui, qui est à l'époque l'éditeur de Houellebecq, et il me dit, j'ai lu ton texte dans Libé, c'est pas mal. Et il a cette phrase, il me dit, tu sais, tu devrais écrire un livre. Wow. Et je le regarde éberlué, et il me dit, mais tu sais, je suis capable de faire écrire un livre à n'importe qui. Ah ben voilà. Et là, je me dis, n'importe qui, c'est moi, pourquoi pas. On prend un verre, on doit être en 2004. Oui, il y a presque 20 ans. Et il me donne les meilleurs conseils qu'on peut demander à écrire. Et tu écris simplement, tu mets du suspense, et tu écris à la première personne, c'est plus facile. Et puis surtout, il m'ouvre la porte, parce que je lui dis, je voudrais écrire sur ma grand-mère, nanana, ma grand-mère fait ci, ma grand-mère fait ça. Et je lui dis, on pourrait écrire un chapitre, peut-être sur mon grand-père qui a été assassiné, coupé en morceaux, etc. Il me regarde et me dit, on s'en fout de ta grand-mère, tu vas écrire sur ton grand-père. Et c'est très important, parce qu'effectivement, le livre qu'on doit écrire, il est souvent caché. On a peur, on pense que c'est pas un sujet intéressant, que c'est un sujet trop gênant, que on le voit pas tout de suite. Et c'est m'arriver systématiquement pour tous mes livres, c'est-à-dire que le livre que je dois écrire, il arrive au bout de peut-être 6 mois, 3 mois, un autre livre qui, voilà, il se cache toujours. Ça veut dire qu'en fait, il y a un faux livre qui te permet de te mettre en route et qui sert juste à te mettre en route, en fait. Parfois, et à ouvrir le paysage. C'est arrivé très souvent. Par exemple, quand j'ai écrit La réparation, l'histoire de ma famille, pendant la destruction de ma famille, de mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, de ma mère, pendant la Shoah, ce que je voulais écrire, c'était sur la naturalisation de mes grands-parents, comment ils sont devenus français, qu'est-ce qu'il y avait de français en moi. Et c'est en trouvant le dossier de naturalisation de ma grand-mère et le tampon de la commission dénaturalisation de mars 1943, est-ce qu'on leur supprime la nationalité française parce que juif, que je me dis que je peux faire l'économie de cette histoire. Et vous dire qu'à chaque fois, effectivement, le livre se cache voilà. C'était évident qu'il fallait que j'écrive cette histoire. Et ce chemin, c'est ce que j'ai le sentiment de faire dans mon travail littéraire, c'est-à-dire que chaque livre me permet d'écrire celui d'après, enfin, en tout cas, me permet de corriger ce que j'ai pas su faire dans les livres précédents. C'est un travail sans fin. D'ailleurs, tu dis dans ton dernier livre, qui pour moi est celui que j'ai aimé le plus, Mensonge au paradis, oui. Je crois que tu dis quelque chose comme combien d'années encore ou combien de livres pour atteindre la vérité. Oui. Donc là, t'en es à mi-chemin ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas. À chaque fois, j'ai le sentiment... Ça veut dire la vérité. C'est-à-dire au plus près de ce qui s'est vraiment passé. Là, j'ai le sentiment... À chaque fois que je termine un livre, je me dis, ça y est, j'ai écrit la vérité. Ça y est, j'y suis. Et je me trompe. Et je me rends compte que à la fois, systématiquement, je me suis trompée en écrivant celui d'après. Jean-Philippe Toussaint, dans un livre qui s'appelle L'urgence et la patience, en fait, il fait la différence donc, entre l'urgence et la patience où tu travailles sans travailler, et puis l'urgence où tu plonges, et puis que tu plonges comme si tu allais au fond d'un océan, et en fait, c'est là que tu quittes le réel pour aller encore plus réel au fond de l'océan. Donc toi, tu as l'impression qu'à chaque fois, tu vas un peu plus au fond de l'océan, mais tu... À chaque fois, j'espère, je n'ai pas de certitude. J'ai grandi dans le silence. Voilà, je vis des fantômes. Mon père répétait, on ne parle pas de choses qui fâchent. Ma mère ne pouvait pas parler, ne parlait pas. Elle est restée, je pense, emmurée dans le couvent dans lequel elle était cachée enfant. Donc, effectivement, il y avait beaucoup de vide. Voilà. Donc, j'ai presque l'impression de remplir... Des faux vides, d'ailleurs, parce qu'ils étaient présents, mais ils étaient pas dits. Voilà, de remplir, comme si je devais... C'est le travail, en fait, c'est l'écriture qui révèle la vérité. J'écris, et puis, je crois que beaucoup pour écrire, il faut mettre d'une certaine façon son intelligence de côté. Je crois pas, je me méfie des livres trop intelligents. Il faut accepter de mettre son intelligence de côté, sa réflexion de côté. Et lâcher prise. Oui, y aller. J'y vais, voilà. Mes meilleurs textes, c'est quand je me suis dit, je vais y aller. J'y vais. Et j'écris vite. Plus j'écris vite, plus il me... On n'empêche pas le travail, c'est qu'après je retravaille, je réécris, je lis. Mais en tout cas, je sais que quand la première version est comme ça, elle est très rapide. Je pense à des textes pendant 17 ans, qui est aussi d'un avortement. C'est un texte que j'ai écrit en première version a été écrit en 3 jours. C'est un texte très court, il fait 40 000 signes. C'est un de mes textes les plus importants. Enfin, je portais cette histoire depuis une 30aine d'années, sans en parler à jamais à personne. Et puis, d'un coup, il fallait que j'écrive. Donc, j'ai écrit. Et j'ai découvert des choses que je ne... Un bon livre, je pense qu'un de mes livres est réussi quand j'arrive quelque part auquel je ne pensais pas.
Voilà, Ouais, ça c'est étonnant en fait. Oui. Et ça veut dire que c'est les mots qui te permettent de préciser ta pensée ou même de donner une réalité à une pensée inconsciente. Oui, c'est la grâce des mots. Les mots ont une grâce incroyable. C'est-à-dire que ces mots, les mots, quels qu'ils soient, qui me permettent de remplir ces vides dont je parlais, qui me permettent de comprendre le monde, de le structurer, de le construire, de me consoler, C'est cette grâce des mots. C'est pour ça que je suis tellement avide et que ces mots, je les prends n'importe où. Ouais. Je les prends dans Paris Match, je les prends dans des publicités, je les prends dans des... Heureusement aussi, dans des... Grâce au livre de Laure Murat, Proust, roman familial, je termine la recherche que je n'avais pas terminée. Et dans la recherche, il y a un mot très beau sur la relation entre l'art et ceux qui accèdent à cet art, sur la transparence. Il ne devrait rien avoir d'opaque, le lien entre celui qui regarde, celui qui écoute, celui qui lit et le créateur doit permettre une transparence, un accès. Voilà. Et ce mot de transparence, c'est Proust qui me l'offre. Et je dois dire, je lui ai tout de suite volé. Ouais. Je me suis dit, évidemment, c'est ce mot, transparence. C'est un beau mot, transparence. Ouais, je comprends très bien. Mais ça veut dire que tu disais, j'écris d'un jet en général. Enfin, c'est là où c'est le mieux, c'est quand j'écris d'un jet. Donc, tu te préoccupes pas justement du choix des mots, etc. Parce que c'est pas évident tout de suite de trouver le mot le plus juste. Donc ça vient après? Non, ce mot juste, il arrive souvent très vite. Il arrive de façon évidente. Je pense qu'un mot juste, c'est un mot évident. Ah bon, c'est pas le mot qui est le plus proche de ce que tu penses? Parce que c'est compliqué de savoir ce qu'on pense en fait. L'écriture permet de façon presque magique d'y accéder. Mais tu arrives directement au bon endroit? Pas forcément. Parfois, il y a trop de mots. Donc c'est dans la formulation que tu reprends plutôt? Alors, ce que je vais reprendre, je relis, je réécris beaucoup, je lis à haute voix, c'est trouver la plus grande fluidité. C'est-à-dire supprimer tous les mots inutiles. Et donc, effectivement, pour supprimer les mots inutiles, il faut avoir le mot juste. Celui qui va permettre de supprimer tout ce qui est en trop, tout ce qui est l'ordre de l'épate, ou de la démonstration, ou donc supprimer les virgules, les que, les qui, que la phrase soit absolument fluide, dénuée de pesanteur, de froufrou, de falbala. Enfin, je déteste quand des choses j'aime la plus grande sobriété. Donc, et pour ça, il faut avoir le mot juste qui permet de dire exactement ce qu'on veut dire. C'est Flaubert qui raconte ça, je crois, dans un de ses courriers à George Sand, en fait, il a une émotion folle devant un mur de l'Acropole, qui est dénudé, où il y a rien, c'est poli, c'est harmonieux. Et il pose la question de savoir comment est-ce que c'est possible qu'en fait, ce soit toujours le mot juste qui soit le mot aussi musical. C'est vrai que toi, quand tu dis je lis à haute voix, t'écoutes la musique que les mots... Oui, bien sûr. J'écoute que la phrase musicale ou la phrase, soit... encore une fois, absolument fluide, légère, qu'il n'y ait rien en trop, qu'elle soit directe, cristalline, transparente presque. Transparente pour revenir à ce mot de Proust, que j'ai transparente. Donc ça veut dire qu'à un moment, tu sais, ça y est, là, elle est transparente, tu peux passer à autre chose. Je le sais quand rien n'arrête, que rien ne va arrêter ma réflexion, rien ne va arrêter le lecteur et qu'elle avance l'air de rien. Et ça se fait phrase après phrase. Ça se fait phrase après phrase, mot après mot. Et ça veut dire qu'au départ, t'as pas forcément une structure. Alors, ça dépend des livres. Sur certains livres, effectivement, il y a un travail de construction très important. Je pense à Nuit à Brooklyn, ou je pense aux Guerres de mon père, ou dans Mon songe au paradis, ce dernier livre. Et là, pour la construction, effectivement, là, je me mets sur la table de la cuisine, j'imprime tout ce que j'ai écrit, des espèces de chapitres, etc. Et là, je construis quelque chose. Voilà. Et c'est presque matériel, c'est-à-dire que je mets de l'ordre, je fais des liens, là, je suis l'architecte en chef. C'est ça, ouais. J'ai des briques. Les bases, d'accord. Voilà, j'ai des briques, mais encore une fois, je vois bien ce que j'aime dans l'écriture, c'est d'être la commandante, la chef, le chef d'orchestre. Voilà, le chef d'orchestre. Je suis la chef. Et ça me plaît énormément. Voilà, il y a aucun lieu, il me semble, où on est aussi libre que dans l'écriture. C'est-à-dire. Oui, c'est ça, je rigole quand tu dis je suis la chef, mais en fait, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu aimes bien aller au bout de ce que t'es toi-même et qu'on t'entrave pas, que tu puisses aller au bout de ce que t'es. Et ça, c'est une question de sincérité qu'on entend dans tes livres. C'est même une chose assez surprenante, je trouve. C'est que moi, plusieurs fois, quand je t'ai lu, je me suis dit, waouh, elle se ménage pas, Colombe. Parce que souvent, dans la vraie vie, quand même, on s'habille un peu, on se maquille un peu, on se présente un peu, on essaye de se présenter plus ou moins à son meilleur. Ouais. Mais toi, dans tes livres, tu fais jamais ça,
tu te soucies pas de te présenter à ton meilleur, tu t'épargnes pas en fait. Et donc il y a un truc de sincérité qui est que là aussi tu vas au bout des choses. Et je le décide. Ouais. Je le décide. Oui, c'est ça, tu le décides. Oui. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir le décider. Mon choix, c'est d'aller vers les choses désagréables. Que ce soit l'avortement ou... Pour revenir à Nudité à Brooklyn, le sujet désagréable, celui dont on ne parle jamais. Il y a très peu de choses dans la presse américaine, dans la littérature américaine, sur les émeutes de Crown Heights. C'est l'été 1991 à New York, des émeutes entre juifs et noirs. Dans un quartier de Brooklyn où vivent ensemble, un petit garçon noir est tué par la voiture conduite par un rabbin. 3 jours d'émeute où des jeunes noirs crient à mort les juifs. Ouais, horrible. C'est pas une chose qu'on a envie d'entendre. Non. On n'a pas envie d'attendre que les victimes d'un racisme structurel, institutionnel, la situation des Noirs aux États-Unis est catastrophique, c'est-à-dire qu'il y a très peu de possibilités de s'en sortir, puissent être eux-mêmes racistes. On n'a pas envie de savoir que une communauté juive, Lubavitch, etc., eux-mêmes victimes d'antisémitisme et de préjugés, va eux aussi être racistes. Voilà. Et ça m'intéressait. Ouais. Ça m'intéressait. Je viens d'arriver à New York à ce moment-là, et effectivement, cette histoire me gêne aussi. Je suis la première que ça gêne. Je lis les articles dans le New York Times, et je vois bien que les New York Times sont très gênés. Des jeunes noirs qui crient à mort les juifs pendant 3 jours, sans que la police intervienne, qui brûlent les voitures. Un étudiant juif qui est assassiné parce que juif. Bon, c'est pas... je vois bien la gêne de nommer, voilà. De décrire, de dire de dire le mot noir. Et ben c'est cette gêne-là qui m'intéresse. C'est là où je veux aller. Parce que justement, parce qu'on ne veut pas, on n'a pas envie... je pense que d'être victime du racisme ne fait pas de vous une figure morale. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller dans des lieux assez désagréables. C'est ce que dit Flaubert. Écrire, il faut aller vers l'ombre. Hein. Vers l'ombre. C'est pas écrire sur des ce qui fait consensus, ce qui est évident, ce qui ça m'intéresse. En tout cas, ça m'intéresse pas. Et effectivement, je m'épargne pas, mais c'est mon choix. C'est drôle parce que en France, parfois les lecteurs me trouvent quand même c'est un peu masochiste. Voilà. Mais je considère que c'est un personnage. Le narrateur, la narratrice, c'est un personnage. Je trouve que c'est du courage, c'est pas maso, c'est un certain courage de se montrer comme ça, alors qu'en général on essaye de cacher un peu les trucs. C'est peut-être une manière de les accepter aussi pour toi. Tu te poses même pas la question. Je me pose pas la question. Et en ce moment, j'ai des traductions anglo-saxonnes. Ah oui. Et là, pas du tout. Là, les gens trouvent ça drôle. Ouais. Parce que cette autodérision, moi je vois ça plutôt une forme d'autodérision. Et effectivement, en anglais, quand je me relis en anglais, je me trouve assez drôle. Je dois dire, c'est un peu arrogant de dire ça, mais j'assume complètement. C'est assez drôle. Alors qu'en français, effectivement, il y a une part un peu de gêne parfois. Non, moi je trouve de courage. Mais cette liberté dont tu parles, est-ce que tu es vraiment libre ou est-ce qu'on n'est jamais vraiment libre parce qu'il y a un contexte quand même? Alors moi je ne serai jamais libre de mon passé familial, de l'histoire de ma famille. Oui. Je tente de m'en libérer, livre après livre, en donnant des identités, des noms aux disparus, en remplissant des vides comme j'ai déjà dit. Je vois que quoi que je fasse, ce passé, mon éducation, le silence dans lequel j'ai grandi, le refus de mes parents de me parler, par exemple, de nous parler, la volonté de nous protéger absolument de ce qui leur était arrivé. Tout ça, je n'en serai jamais libre. Mais je suis une lectrice compulsive. Voilà, je peux dire que les livres, je les mange depuis que je suis enfant. Je les lis trop vite. Et ces livres me permettent de me donner un autre vocabulaire. Mais ça veut dire que tu te confrontes aussi sur ces sujets-là, en tout cas sur celui de l'Holocauste, à des écrivains énormes qui t'ont peut-être inspiré ou au contraire intimidé, je sais pas. J'ai beaucoup... ce qui m'a énormément aidé, par exemple, dans l'écriture de la réparation, je pense à le travail de Ritipan sur le génocide cambodgien. J'ai beaucoup aussi lu sur le génocide au Rwanda, parce que là, je voyais le lien, en fait, le même processus. J'ai mes mots, j'ai mon histoire, j'ai mes propres moyens, qui sont les miens, et je fais avec. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. En fait, c'est une posture aussi qui demande un peu d'humilité, alors. Ça veut dire qu'on se dit pas tout de suite, je vais faire un chef-d'œuvre, mais juste... je me dis jamais, je vais faire un chef-d'œuvre. Ouais. Voilà, je vais dire j'écris ce que je peux. Je fais ce que je peux avec mes moyens.
avec mes mots, mon vocabulaire, mon intelligence, mon inconscient, le passé de ma famille, je fais avec. Et ça pas plus que ça. Et quand je vois combien quand c'est souvent difficile, ce livre a été très difficile à écrire, très douloureux, je revenais à moi. Qu'est-ce que je peux faire avec mes mots à moi? Les mots, ils sont assez modestes. Voilà, ils sont... mes phrases, j'ai écrit des phrases assez courtes. Et donc, je revenais à écrire les choses le plus simple possible. Et je me souviens que un des premiers conseils m'a donné cet éditeur, Raphaël Sorin. Il m'a dit, il y a des écrivains en France, grands écrivains en France, il y en a 3 et tu n'en fais pas partie, donc tu écris simplement. Et donc, d'aller vers la plus grande simplicité, c'est là où je vais quand j'écris. Voilà. Et quand je dois me confronter à une histoire qui est trop grande, trop importante, trop impressionnante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis tellement longtemps, ça a été tellement difficile et tellement... Voilà, j'ai tout fait pour éviter d'écrire cette histoire. Et jusqu'à la fin de l'écriture de ce livre, je passais mon temps à chercher des biais pour ne pas avoir à l'écrire. Je reviens à comment je peux l'écrire de façon simple. Un des biais, par exemple, donc ma famille vient de Lituanie. Je racontais l'histoire de mes grandes-tantes, cette petite fille Salomé, la cousine de ma mère, dont il ne reste rien, comme disait ma mère, c'est chose qu'elle m'a dit sur elle. Et j'avais décidé que qu'ils avaient été tués en Lituanie, c'était ce qu'on appelait la Shoah par balle, et qu'ils avaient été fusillés au Fort-Neuf. Et jusqu'à la fin, je refusais d'affronter Auschwitz. C'est-à-dire que pour moi, je ne pouvais pas aller là. Et c'est grâce à à l'historien Laurent Joly, que j'ai interrogé, qui m'a aidé, qui me dit novembre 1943, ce n'est pas plus les Einsatzgruppen, c'est Auschwitz. Et je ne voulais pas, j'avais évité, je me dis c'était ça, c'est bon, c'est terminé. Et j'avais tout fait pour ne pas, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui creuse, et là, j'avais pas travaillé. Voilà, j'avais fait comme si, c'était comme ça et c'est pas la peine d'aller voir. Je voulais absolument pas aller là-bas. Donc, le livre était pratiquement terminé. J'ai dû affronter ce passage-là, cette fin-là, et je me souviens de ma terreur à devoir le faire, ma terreur quand je l'ai appris, mais le livre était, je pensais, terminé. Voilà. Ça veut dire aussi, là, en t'écoutant, je me dis, ça veut dire que tu as besoin de documenter, tu as besoin de faire des recherches. C'est un mélange entre un contexte que tu recherches, une enquête, et après... C'est une enquête, je travaille un travail d'enquête, mais comme on le voit, comme je viens de le raconter, il m'arrive d'être une mauvaise enquêtrice. Ne pas vouloir aller parce que c'est trop personnel, c'est trop intime, c'est trop difficile, c'est trop douloureux. Donc, je vais éviter cette piste-là. Non, et je vais pas y aller. Voilà. Donc, mais en fait, on parlait de la différence entre le travail journalistique et le travail littéraire, disons. Quand j'écris, je suis une journaliste qui est peut-être... parfois médiocre, parce que trop subjectif, trop intime. Donc, du coup, il y a des pistes que je vais délibérément laisser tomber parce que je veux pas y aller, parce que non, l'avortement, mon avortement, non, mon Auschwitz, non, la violence que j'ai subie, par exemple, dans ma vie personnelle, verbale, etc. Non, c'est pas non, c'est que ça n'existe pas. Voilà, c'est comme si c'était pas important, c'était pas intéressant. Et c'est au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans de travail d'écriture qu'à un moment, je me dis, en fait, il faut y aller. Ouais. Et c'est évident, c'est là que tout se passe. Et là où tout se passe, où je dois... il reste souvent caché dans le livre et il se révèle qu'à la fin du livre. Il y a une grande incertitude quand j'écris. Et j'accepte cette incertitude. C'est qu'en fait, je pense aller quelque part et bien sûr, je vais ailleurs. Mais ça, je le sais qu'à la fin du livre. Donc ça permet quand même de sortir les choses. L'écriture, elle est presque comme un révélateur. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, je pense avoir travaillé un manuscrit. Il y a une sorte de... Et je trouve enfin qui a tué... avec quelle arme, dans quelle pièce, comme dans le Cluedo. Et une fois que j'ai trouvé que c'est le colonel Moutarde avec un pistolet dans la bibliothèque, il faut bien réécrire tout le livre pour y arriver. Il faut beaucoup de courage. Mais une fois qu'on a trouvé qui a tué, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, c'est facile de recommencer, parce que je sais où je vais aller. Donc, en général, je le fais à ce moment-là assez vite, puisque je sais où je vais aller. Ce qui est difficile, c'est de savoir où je vais aller. Et ça, c'est le tâtonnement de l'écriture qui peut prendre parfois des mois ou des années, qui est compliqué. Parce que j'écris, je vois pas bien, ça me paraît mou, je sais pas très bien ce qui va se passer. Et tout d'un coup, je trouve. Une fois que j'ai trouvé, c'est facile, le travail est fait.
Et ça veut dire que l'écriture, c'est l'outil même de l'écriture. Ouais. Sur les mots, c'est les mots qui servent de révélateur. Parce qu'en fait, il te renvoie une réalité, il te renvoie quelque chose qui te permet de rebondir. Parce que c'est ces mots qui remplissent le vide, qui remplissent le silence, et qui, c'est mot après mot, il y a une phrase, et puis un paragraphe, et puis un chapitre, et tout d'un coup, les choses sont révélées. Comme une espèce d'encre magique. Ça veut dire que tu te fais confiance quand ça se révèle. Il n'y a pas de doute. Si, il y a plein de doutes, parce que je ne sais rien. Mais en même temps, tu te fais confiance pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que tu fais confiance à ton intuition, tu fais confiance à quoi? Non, je ne fais pas confiance. J'avance, on me dit on verra bien. Je me dis, il y a un truc où on verra bien. Je me dis, quand j'écris mon premier livre, je ne savais pas si ça allait être un livre ou rien. J'écris, j'avance, peut-être ça sera mauvais, peut-être ça sera raté, peut-être que c'est pas le bon endroit, mais j'avance et on verra bien. On verra bien, c'est plutôt on verra bien. Donc tu évites de te poser un peu la question, tu laisses faire quoi. J'avance. Ouais, je raconte dans mon Songe en paradis que Karl nous répétait quand on marche en montagne, faut pas s'arrêter parce que ça coupe les jambes. Je pense que ça a structuré ma façon de faire, c'est-à-dire que j'avance, je ne m'arrête pas et on verra bien s'il se passe quelque chose ou pas. Parfois c'est raté, parfois il se passe rien. Parfois le livre, ça m'est arrivé d'écrire des chapitres, des livres qui sont, il se passe rien. Voilà, mais j'avance et puis ce rien, ce pas bien, ce chapitre mou, ce livre mou, qui permettent d'avancer, d'arriver au bon endroit. Voilà. Je le sais. C'est une marche, une étape. C'est qu'une marche, comme une longue marche. Pas après pas, mot après mot. Et la marche permet en effet, parallèlement, de libérer l'esprit. Tu faisais tu comparais avec le fait que quand tu étais dans la montagne, on disait il faut pas. C'est ça aussi. Ouais. Le corps, il prend le relais. Le corps prend le relais, bien sûr. C'est une de mes grandes découvertes, c'est que mon corps me permet d'écrire. Il me permet d'avancer, de tenir, de laisser de côté la réflexion et d'avancer, mot après mot, phrase après phrase, vers quelque chose. Oui, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il faut juste lâcher et laisser faire, et on ne sait pas très bien ce qui advient. On ne sait pas ce qu'il va y avoir au haut de la montagne, aucune idée, où on va arriver. J'ai gravi des petites montagnes, enfin disons je sais pas comment on appelle ça, des petits monts les uns après les autres. Mais je me rends compte qu'il y a toujours une autre montagne devant. Enfin, il y a toujours. C'est jamais fini. C'est jamais terminé. Peut-être qu'un jour ça sera, mais pour l'instant, c'est jamais terminé. Et ce parallèle avec le sport, moi je trouve qu'il est intéressant, non seulement parce qu'en effet il y a le relais du corps, mais il y a aussi la précision. Je trouve que les grands sportifs, par exemple, ils ont des gestes excessivement précis. Et dans l'écriture, c'est ça aussi, tu cherches la même précision. Est-ce que les deux sont liés, toi, tu vois? Évidemment. Je pense que la natation, je marche, mais aussi je nage beaucoup depuis quelques années. La précision du geste, du crawl, par exemple, m'a énormément aidée dans mon écriture. C'est-à-dire que le geste sportif est très précis. Dans le geste du crawl, il y a vraiment un apprentissage de laisser de côté, de supprimer tout geste inutile, de mettre son effort au bon moment. Il y a une efficacité qui fait que, par exemple, l'effort est toujours souterrain et caché. Il faut apprendre à laisser faire, son bras, le reposer. Et puis, il y a une précision de la façon dont on met la main dans l'eau, la façon dont on ramène l'eau, on prend l'eau avec soi, dont on s'allonge. Et tout ça m'a permis de d'abord être une meilleure observatrice du réel, et je pense qu'un écrivain, c'est aussi quelqu'un qui observe, qui regarde ce qui se passe, et parce que je suis plus présente au monde depuis que j'écris, je suis moins angoissée par l'avenir, je me projette moins en permanence dans une catastrophe future, comme je le faisais avant. Ça me permet d'être, de mieux observer ce qui se passe, donc c'est important. Mais aussi, dans l'écriture, je tente d'appliquer ça dans l'écriture, d'être le plus précise possible, le plus fluide possible, d'avancer de façon aussi souterraine, c'est-à-dire que l'effort doit être complètement caché, de cacher absolument le travail, qu'on ne soupçonne rien de ce que ça représente, et que pour le lecteur, ça soit évident, que on avance dans le livre. Mes livres, je crois, sont faciles à lire, il me semble. On les lit, et c'est ce que je cherche. Je ne cherche pas à montrer combien je suis intelligente et cultivée quand j'écris, je veux que pour le lecteur, ça soit évident. Oui, parce que tu dis que le travail est caché. Alors en effet, quand on lit, on le sent pas du tout. Mais dans le sport, c'est presque autre chose. Parce qu'en fait, je sais pas s'il est caché ou si, à un moment donné, moi j'ai l'impression de ça quand je nage, à un moment donné, hop, un petit geste un peu différent, la tête mise un peu différemment, et en fait, ça te porte. Oui, évidemment, c'est ce que je cherche dans le nage. Quand vous nagez bien, je vois les bons nageurs, et bien on a le sentiment d'une absence totale d'effort. Oui, voilà, c'est ça. Que c'est complètement fluide, il y a pas d'éclaboussure, c'est très très doux comme geste, c'est très allongé.
Et quand j'adore regarder les nageurs, parce qu'on peut deviner leur personnalité, on voit, par exemple, les gestes brutaux, les gestes inutiles, les bras qui se croisent, qui s'empêchent. Et j'ai été comme ça, donc j'ai nagé aussi comme ça, avec les mains qui se croisent et les mains qui se relèvent, ou les gestes qui veulent montrer combien on est fort et viril et musclé, et qu'on est costaud et qui ne servent à rien. Tout ça, c'est très amusant à regarder, oui. Tu disais tout à l'heure que le travail de journaliste et le travail de l'écrivain n'est pas pareil. Toi, tu as commencé comme journaliste. Et est-ce qu'à un moment donné, ça t'a posé une question tu t'es posé la question de la légitimité? Parce que j'ai l'impression que les artistes, quel que soit leur domaine, designer, musicien, écrivain, c'est pas évident en fait de se sentir légitime. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte de ce qu'on est, si on est vraiment un écrivain ou si on fait juste son travail. Enfin, est-ce que c'est une question que tu te poses? Est-ce que je suis légitime pour prendre ce nom d'écrivaine? Alors, c'est pas une question que je me pose. C'est de la légitimité. Je me suis longtemps posée. Par exemple, quand j'ai écrit ce livre sur la Shoah, la réparation, en quoi je suis légitime, moi, qui ai envie de vivre? Pas en tant qu'artiste ou pas comme auteur, mais en tant que quelqu'un qui a envie de vivre, qui vit aujourd'hui, qui pense à ses histoires d'amour, qui pense à ses sandales. En quoi quelqu'un de superficiel, d'une façon, parce que je le suis aussi, qui a envie des plaisirs de la vie, qui a envie de vivre, tout simplement. Parler de ce sujet. Peut parler de la catastrophe. Bien sûr, j'en ai aucune. Donc tu l'as mise de côté, cette question de la légitimité. Et donc, si je commençais à me la poser, je ne pouvais pas écrire le livre. Ouais. Je pouvais écrire uniquement, ma seule légitimité, c'est ce que je suis moi. Ce qui a été transmis dans mes gènes. Une angoisse, un silence, un vide. Ça, je peux l'écrire. Le reste, je ne peux pas l'écrire. Ce que j'écris, mot après mot, c'est mes mots. C'est pas les mots des autres, c'est mes propres mots. Alors, je les emprunte quand je parle de cette transparence que j'ai emprunté à Proust, mais je me l'approprie. Ouais. Ça, on vient pas de nulle part. Il y a plein de mots avant qu'on réutilise, qu'on entend, donc, qu'on choisit. Mon matériel d'écriture, il est très personnel, autobiographique. C'est mon histoire, c'est ma vision de cette histoire. On m'a reproché, bien sûr, d'écrire sur... Voilà. Par exemple, je pense à l'histoire de mon grand-père assassiné. Certaines personnes de ma famille n'ont pas été contentes que j'écrive cette histoire. Je racontais les relations avec mon père, mon enquête, ma grand-mère telle que moi, qu'elle était ma grand-mère, pas la grand-mère de quelqu'un d'autre, mon père tel que moi je l'ai. Et cette unité, donc, elle est naturelle, c'est ce que je suis moi. Donc j'écris avec mes mots, mon histoire. Donc je me dis pas, je vais écrire un grand livre, j'écris ce que j'ai à écrire avec mes mots propres. Et donc du coup, ce qui compte, c'est ça. C'est ce que je fais. Mot après mot. Voilà. Sans m'arrêter. Phrase après phrase. Mais c'est peut-être que certains ne me trouvent pas légitime, qu'on puisse me reprocher telle ou telle chose. Très vite, j'ai appris à m'en fiche. Je m'en fiche. Je peux pas plaire à tout le monde. J'ai parfois reçu des critiques assez violentes sur ce que j'écris. J'ai pu demander des bourses, par exemple, on me l'a refusé au nom de choses... on m'a dit des choses qui peuvent être désagréables. Je me souviens de ce qu'on me disait mon oncle quand j'ai commencé à écrire, des choses qui sont très violentes. Et donc ça, c'était dès le premier livre. Donc du coup, il y a bien des lecteurs ou des éditeurs qui considèrent que mon travail vaut le coup d'être publié, des libraires qui défendent ces livres, des lecteurs qui les lisent. Ça me suffit. Ouais. Ce que je veux, c'est pouvoir continuer à écrire et être suffisamment soutenu par un éditeur, par des libraires, par des critiques, par des lecteurs, pour continuer mon travail. C'est ça qui compte. Donc la question de la légitimité, pour moi, elle ne se pose pas. Elle ne se pose plus, en tout cas. Ce qui compte, c'est ce que je fais jour après jour, dans mon lit, avec mon ordinateur sur les genoux, mot après mot. Voilà. Donc quand tu parles, on voit assez bien, en tout cas, ce qui paraît être un bon livre, en tout cas, toi, ce que tu essayes de réussir à faire, enfin de faire. Est-ce que c'est comme ça que tu estimes... Enfin, quel est pour toi, qu'est-ce que c'est pour toi un grand roman, un bon roman? À quel moment tu dis ça, c'est un livre, et ça... C'est un grand roman. Tu parlais des 3 auteurs que l'éditeur avait cités. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi le livre d'un de ces 3 auteurs? C'est un livre qui a été écrit pour moi. Où j'ai le sentiment que ce livre me parle directement. Voilà. Qu'il y a un contact direct, transparent, pour revenir à ces mots, entre les mots qui sont écrits et moi. Ça peut se passer en Chine au XVIIe siècle, ça peut se passer... Oui, c'est ça qui est incroyable. Mais c'est chez moi. Pendant quelques temps, le temps de la lecture, je suis dedans, c'est chez moi, c'est ma maison, c'est mon monde. Ce monde peut être désagréable, ce monde peut être dérangeant, ce monde peut faire
peur, mais en tout cas, il m'est familier. Donc ça, c'est la beauté de la littérature. Est-ce que ça te permet de donner une définition quelle serait ta définition de la beauté en règle générale, au-delà de la littérature? C'est quoi la chose belle pour toi? C'est ce qui est juste simple, c'est juste et simple et évident. Ça serait sans détour. Ça serait simple. Merci Colombe. Merci Constance. Cet épisode accueillait l'écrivaine Colombe Schneck. Sur le fil de la création est un podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design à Bordeaux, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Amal Almia et j'ai coordonné et monté cet épisode. Constance Rubini a mené l'interview, Tom Fonteny l'a enregistré, Vincent Louba en a fait la réalisation et le mix. La musique est composée par Jean Thévenin et la production est supervisée par Antoine Vialbrone. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et des commentaires et à en parler autour de vous. À bientôt!